Merci. Bonjour à tous. Bonjour en particulier à tous ceux qui nous écoutent de loin, en particulier du Liban. Et merci à vous qui êtes là. Permettez-moi, compte tenu des événements qui se passent actuellement et qui sont quand même de plus en plus dangereux, de vous lire la petite introduction, parce que je ne suis pas très douée de la parole. Et pour être brève, il vaut mieux que je le lise. Après notre réflexion ce week-end sur l'effondrement écologique qui nous pend au nez et quelques solutions qu'on pourrait adopter, mais qui ne nous disent pas comment y parvenir, les dernières nouvelles nous invitent à réfléchir aussi à d'autres dangers également et conjointement imminents. L'engrenage de la guerre en Ukraine et ses enchaînements dans le reste du monde, jusqu'en Suisse. Comment garder raison face à la prolifération des thèses complotistes sur les réseaux sociaux? Comment résister au courant entraînant l'Occident derrière les États-Unis, incapable de maîtriser ses émissions carbone et le réchauffement climatique, dans une fuite en avant militaire? Comment en clair tenter, tant qu'il est encore temps, s'il est encore temps, de chercher lucidement et honnêtement les racines des dérèglements écologiques, économiques, sociaux et politiques actuels, sans a priori idéologique ni dogmatique, et comment apprendre à y réagir adéquatement. Merci aux trois intervenants de nous aider à répondre à ces questions basiques mais cruciales. Merci en particulier à vous, Chloé Ridel, brillante énarque, venue de Paris jusqu'à Sierre, pour peu de jours, donc sans même profiter de l'endroit, d'avoir le temps de profiter de l'endroit, pour participer aux rencontres Orient-Occident, qui avance quand elle-même à tâtons, suivant une démarche simplement citoyenne, qui n'a rien à voir avec les think tanks parisiens dans lesquels vous naviguez. Mais vous êtes engagés dans la quête d'une voie écologique, sociale et républicaine, vers des horizons auxquels nous aspirons également. C'est pour ça que nous vous avons invités. Vous devez être économiste, puisque vous travaillez encore au ministère donc alors des Finances ou de l'économie, je n'ai pas très bien compris, et ainsi que dans les arcanes donc, de l'Union européenne. Vous pourrez donc utilement nous éclairer sur les limites écologiques, sociales et politiques de notre système foncièrement déterminé par le système économique, ainsi que sur les dérives que ce système a engendrées, et surtout les moyens éventuellement de les canaliser pour éviter le pire. Un système conduisant intrinsèquement, sinon à la guerre, du moins à un effondrement souhaitable d'après vous, Charbel Nahas, comme vous l'analysez en tout cas dans votre pays, le Liban. Un système néanmoins encore récupérable, sinon au Liban, du moins dans le reste du monde, pour éviter le fossé dans lequel ce système est en train de nous précipiter? Ou faut-il sinon nous préparer à tenir debout face à son effondrement, non seulement écologique, mais aussi géopolitique, dont nous n'aurions pas été capables de maîtriser les causes? Un système et son évolution que les médias peuvent encore nous aider à justement analyser et comprendre, Louis Lema, en nous apprenant à nous émanciper des bulles et de la prolifération des informations charriées par les réseaux sociaux. Merci, en tout état de cause, de nous aider à dûment comprendre les deux intervenants que vous allez modérer maintenant. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc on le voit, les thèmes sont vastes, mais je tiens d'abord à vous rassurer, il n'y a pas autour de cette table de spécialistes du marché du blé. Donc nous n'allons pas parler de cours et de détails techniques sur l'acheminement du blé, sur ce labyrinthe que représente souvent l'acheminement des matières premières. Et je suis désolé pour les autres, pour ceux qui venaient pour ça. Je suis désolé de vous décevoir parce qu'on ne pourra pas entrer dans le détail précisément de ce labyrinthe. Si la question du blé a été choisie, c'est parce qu'elle est emblématique de ces crises que nous vivons, de cette guerre qui se déroule
surtout en Ukraine évidemment, mais aussi ailleurs, à tous les étages, hein, que ce soit tous les aspects de la guerre conventionnelle, traditionnelle, mais aussi des guerres modernes, par les nouvelles technologies, par les réseaux sociaux et l'information, et aussi par le biais de l'alimentation, malheureusement. Donc je vais très rapidement présenter nos deux invités, sans réussir sans doute à leur faire suffisamment honneur, puisqu'il faudrait presque une conférence pour développer leurs talents et leurs expériences diverses à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre. Je vais juste faire une toute petite introduction avec, si vous me permettez, trois ou quatre chiffres simplement sur la question du blé, avant qu'on la prenne comme toile de fond et qu'on s'en écarte peut-être, mais simplement pour vous montrer la pertinence finalement de traiter cette question de la manière dont nous allons le faire. Donc tout ça, c'est des chiffres qui sont donnés par les agences des Nations Unies, par le Programme alimentaire mondial notamment, enfin qui savent de quoi ils parlent. Hein. Donc ce n'est pas des chiffres extrapolés de manière caricaturale. Le PAM rappelle qu'il y a actuellement dans le monde 100 millions de déplacés qui sont pour une très grande partie d'entre eux ces déplacements occasionnés par les difficultés alimentaires, qui ne sont pas toutes liées à la guerre ou aux guerres, mais aussi au climat, aux questions qu'on connaît malheureusement depuis très longtemps dans le monde. Mais ce chiffre ne cesse d'augmenter et de s'aggraver. Selon les chiffres de l'ONU, on est maintenant en présence de 323 millions de personnes qui connaissent qui sont en crise alimentaire sévère. C'est 50 millions de plus qu'au début de la guerre ukrainienne. Encore une fois, ce n'est pas seulement lié aux questions de blé, du prix, etc., de l'acheminement, etc., mais c'est un chiffre qui lui-même, il y a un peu moins d'une année, était en énorme augmentation de 100 millions de personnes supplémentaires par rapport à l'année précédente. Donc on voit l'immensité de ce problème qu'introduise l'accès aux matières premières et à l'alimentation au premier rang. Encore un dernier chiffre, 7 pays sont à l'origine de 87% des exportations de blé. C'est-à-dire que 87% du blé qui arrive au Proche-Orient, en Afrique, dans quelques pays d'Asie, proviennent uniquement de 7 seuls pays, dont évidemment l'Ukraine et la Russie sont des pièces maîtresses. Vous me direz, ils n'ont qu'à manger autre chose hein, que du blé. La situation est encore pire pour le riz ou pour le maïs. La concentration est encore supérieure pour ces autres facteurs d'alimentation. Et ce qui est plus grave, c'est que, on le sait bien, plus les pays sont pauvres et plus la situation alimentaire est difficile, plus les gens se rabattent sur des choses, sur le pain, simplement, qui sont la plus grande consommation dans son pays, parfois à hauteur de 70% des calories qui sont ingurgitées. Donc si on n'a plus de blé, on n'a plus rien d'autre, simplement. Et on vit en détresse alimentaire. Donc voilà, une toute petite dernière chose, le PAM estime que pour faire face à la situation qu'il décrit aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il aurait besoin de 14 milliards de dollars supplémentaires avant la fin de l'année. Ça, c'est pour résoudre les problèmes de base. Donc sa fourchette, c'est entre 14 et 36 milliards de dollars supplémentaires, au-delà de ce qu'ils ont dans leur caisse. Donc on voit un peu l'ampleur de la situation. On voit très clairement que ce système de concentration, d'extrême concentration dans la production et l'exportation de ces produits est un non-sens, absolu, et qui nous éclate aux yeux maintenant qu'il y a crise absolue, mais qui était déjà existant, bien évidemment, avant que cette crise et cette guerre éclatent. Et on en parlera sans doute abondamment. C'est aussi un système qui est un désastre écologique
en soi, puisque toute cette masse de produits qui est acheminée principalement par mer, par ces bateaux transporteurs qui sont le vecteur principal de la mondialisation, ça recouvre et ça aggrave un désastre environnemental qui est en train de nous éclater évidemment à la figure. Voilà, donc changer le système de production, changer les modes de consommation, par où commencer, que faire, où allons-nous, comment allons-nous nous y prendre. Eh bien voilà, je vais très vite laisser la parole à nos deux invités qui vont débattre de tout ça et nous éclairer, nous donner quelques pistes ou quelques solutions ou quelques problèmes supplémentaires, allez voir, que j'ai oubliés. Mais c'est à ce titre-là que je vais m'adresser à eux. Donc voilà, je vous les présente encore une fois trop brièvement. Charbel Nahas, à ma droite. Je vais oublier quelques titres et quelques fonctions qu'il a assumées. Sachez qu'il a fait des études d'ingénieur, qu'ensuite il a fait un pas de côté pour étudier l'anthropologie, qu'il a été banquier, qu'il a été ministre des télécommunications, ministre du Travail et, parmi d'autres choses, fondateur d'un parti politique dans son pays, le Liban, qui s'appelle Citoyens et Citoyennes d'un même État. Alors, vous me direz quel est le fil rouge d'un pareil parcours. Eh bien, c'est lui qui en parle le mieux, en mettant toutes ces perles l'une à côté de l'autre et en disant ce fil rouge, c'était autant de moyens d'abord de comprendre le système dans lequel je suis, de comprendre le Liban, d'où l'importance d'être anthropologue notamment, et puis ensuite de le pénétrer d'une certaine manière pour y chercher des failles, pour y chercher des ressorts, pour le transformer, voire même pour le changer radicalement, hein, pour le transformer de fond en comble. Donc on verra si tous ces chemins ont abouti et quelle était la meilleure des manières et comment tout ça s'inscrit dans ce panorama plus global de l'accès aux ressources et aux aliments. À côté de moi aussi, Chloé Ridel. Donc, vous avez mentionné, Marie-Laure, quelques noms, quelques postes à son endroit. Donc diplômée de Sciences Po, énarque, haut fonctionnaire et à la fois militante associative, présidente de l'association qui s'appelle Mieux Voter et directrice adjointe d'un institut dont le nom résonne joliment pour nous autres résidents en Suisse, l'Institut Rousseau, dont je résume le slogan. C'est un laboratoire d'idées de la reconstruction écologique et républicaine. Vous venez de publier un livre, je le dis très vite, parce que c'est un très beau livre et tout récent, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, y compris celles qui se trouvent en face de cette salle de la piscine. D'une guerre à l'autre, c'est donc partir de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la guerre actuelle. Et en gros, pour le résumer d'une phrase, se souvenir que la Deuxième Guerre mondiale a aussi été le moteur de la construction européenne, et du coup se saisir de ce précédent pour voir dans quelle mesure le chaos et les circonstances actuelles permettent aussi d'aller dans cette même direction qui est celle d'un renouveau peut-être de l'Union européenne. Dans ce même livre, en 4e de couverture, j'ai vu une phrase qui m'a frappé, parce qu'on dit de vous que vous êtes haut fonctionnaire, que vous avez travaillé plusieurs années au cœur de la machine européenne, à Bruxelles, à Paris et à Bucarest, ce qui m'a fait tout de suite trouver une première passerelle, puisque c'est aussi un moyen d'entrer dans la machine, peut-être pour la transformer ou pour la dynamiter. Allez savoir, et on va vous poser la question tout à l'heure. Très bien, voilà, c'était cette courte introduction. Encore mes excuses pour toutes les étapes que j'aurais manquées, mais sentez-vous libre d'insister sur d'autres
sur d'autres aspects. Je voulais commencer par justement, à la lumière de ce marché du blé, par cette situation d'interdépendance extrême dans laquelle se trouve le monde maintenant au terme d'une globalisation qui a été menée au pas de charge ces dernières années. Et peut-être me tourner vers vous, Chloé, pour non pas encore trouver de solution à cette interdépendance ou cette extrême dépendance, puisqu'en tout cas dans la question du blé, elle va pratiquement à sens unique, mais pour que vous nous décriviez un tout petit peu cette situation. Et que, voilà, ouais, en gros, où est-ce qu'on en est dans cette... Merci beaucoup. Ah oui, d'accord. Donc on parle comme ça, c'est magique. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je suis très, très heureuse et très, très honorée d'être là. Sur cette première question de l'interdépendance, moi j'ai un peu réfléchi à cela avant de venir. Je crois qu'il faut commencer par dire que ces dernières années, il y a 2 grandes crises qui ont totalement changé le regard des Européens sur le monde. C'est d'abord la pandémie de Covid et c'est ensuite la guerre en Ukraine. Chacune pour des raisons différentes. La pandémie, sur cette question de l'interdépendance, nous a montré que l'éclatement des chaînes de valeur à travers le monde, c'est-à-dire des chaînes industrielles, n'était pas soutenable. Il n'était pas soutenable de produire un composant ici, l'autre là, d'assembler là-bas et de consommer ici. Nous nous sommes rendus compte, dans le cadre de la pandémie de Covid, par exemple, nous Français, que nous ne produisions plus de Doliprane, de paracétamol en France, que 90% des principes actifs de nos médicaments étaient produits en Inde et en Chine, que nous n'avions pas de masques, que nous n'avions pas de respirateurs, ainsi de suite. Et qu'il fallait relocaliser en France, mais sur l'ensemble du territoire européen, proche de nous, les consommations, les biens dont nous avons un besoin impérieux et vital. Et puis cette guerre en Ukraine nous a aussi montré les limites de la dépendance en matière énergétique vis-à-vis d'une puissance, cette fois-ci, autoritaire, agressive, inamicale, choisissez le terme que vous voulez, mais aussi les limites d'une politique étrangère qui a été celle de l'Allemagne et par ricochet de l'Europe pendant des décennies, qui était la politique de paix par le commerce. Il y a un terme en allemand pour dire ça. Je parle très mal l'allemand, mais sans doute que vous, Suisses, peut-être vous saurez m'éclairer. Mais c'était cette croyance qui a guidé toute la politique étrangère allemande et européenne que le commerce apporterait in fine la paix et la démocratie dans l'ensemble des pays du monde. Cette guerre a achevé de balayer cette illusion, puisque le commerce n'a non seulement pas apporté la paix, et cette guerre avec la Russie, avec laquelle nous entretenions de très fortes relations économiques, le montre, mais elle n'a pas non plus exporté la démocratie. Il n'y a qu'à regarder la Chine, avec laquelle l'Allemagne, qui est le premier partenaire commercial de l'Allemagne, avec laquelle l'Allemagne, depuis les années 70, croit très fortement que plus elle accroît le développement et les relations commerciales avec la Chine, plus, en tout cas, l'espoir d'une démocratie naîtra dans ce pays. C'est absolument pas ce qui s'est passé. Au contraire, on a assisté à un durcissement du régime autoritaire chinois. Donc, l'Allemagne a d'ailleurs annoncé qu'elle mettait fin officiellement à cette politique de paix par le commerce. Donc, les limites de l'interdépendance, pour moi, sont là. C'est-à-dire que l'interdépendance, le fait d'être interdépendant, de dépendre chacun l'un de l'autre, crée des liens, c'est vrai, et crée aussi un effet de levier diplomatique. Vous pouvez dire à l'autre, fais pas de bêtises, parce que sinon, je coupe les liens. Et ça va te toucher, toi aussi. Mais je répondrai 2 choses à cela. Que déjà, l'interdépendance, le lien peut se créer autrement que par le lien commercial. Il y a des liens culturels, il y a des liens artistiques, il y a des liens entre des populations, des diasporas. Et je dirais aussi que être dépendant de puissances autoritaires, agressives, est dangereux pour le coup. Là, on le voit avec l'énergie, mais on pourrait aussi citer le fait de laisser son marché ouvert aux 4 vents à l'investissement de puissances étrangères dans des secteurs stratégiques. L'Europe l'a découvert, par exemple, avec la Chine, qui, après la crise financière de 2008, avait commencé à racheter des tas de ports à travers l'Europe, en Belgique,
en Chine, le port du Pirée est le plus emblématique. En Grèce, pardon. La Chine qui rachète encore lui. En Grèce. Le port de Zeebrugge en Belgique, qui rachetait aussi des grandes entreprises de la robotique allemande. Et j'ai un chiffre ici. La Chine, qui ne contrôlait qu'environ 5000 entreprises européennes en 2007, en contrôlait plus de 28 000 en 2017. Donc en l'espace de 10 ans, vous voyez l'étendue du phénomène. Donc l'interdépendance n'est pas en soi, l'interdépendance commerciale n'est pas en soi souhaitable. Il n'est pas souhaitable d'être dépendant d'une puissance autoritaire et agressive. Et il n'est pas non plus souhaitable de laisser s'éclater à travers le monde des chaînes de valeur. Pendant longtemps, on croyait que le commerce était régi par la théorie de Ricardo, qui était la théorie de la spécialisation, théorie bâtie au XVIIe siècle, où cet économiste nous dit « les pays ont intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle ils sont le plus talentueux et à ouvrir leurs frontières et laisser le commerce se faire et les échanges se faire. » Et c'était le fameux exemple entre le Portugal qui produit du vin et le Royaume-Uni qui produit des draps. Et on s'échange le vin contre les draps. Cette théorie a guidé l'ensemble de la théorie du commerce international depuis 3 siècles. C'est-à-dire qu'on a intérêt à s'ouvrir et à s'hyper spécialiser. Mais c'est une théorie qui est née à un moment où le monde était petit, où il n'y avait pas d'énergie fossile. Et cette spécialisation, cette division internationale du travail n'a été rendue possible que grâce aux énergies fossiles. Et elle n'est pas soutenable, parce qu'elle ne tient absolument pas compte du coût de l'énergie financier, mais aussi du coût environnemental. Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce que on se barricade et on revient au protectionnisme? Non. Je crois simplement qu'il faut dire que le commerce doit être subordonné à plusieurs objectifs. La préservation de l'environnement et du climat, premièrement, la justice sociale, deuxièmement, et préserver aussi les démocraties nationales, troisièmement. C'est-à-dire, le libre-échange peut faire beaucoup de mal à la démocratie parce que, par exemple, vous décidez que chez vous, les industries doivent respecter un certain nombre de règles de production, ne pas déverser leurs eaux usées dans les fleuves, etc. Et ben, si vous acceptez de laisser entrer sur votre marché des produits qui ne respectent pas ces mêmes règles, vous portez atteinte à votre démocratie. Donc, autrement dit, plusieurs principes découlent du fait que le commerce doit respecter l'environnement, la justice sociale et la démocratie. Déjà, on ne devrait pas accepter de mettre nos travailleurs en concurrence avec des travailleurs beaucoup moins payés et traités qu'eux, parce que ça détruit les emplois chez nous et ça fait baisser nos niveaux de protection sociale. Je prendrai un exemple, c'est la vitesse à laquelle la filière française et européenne de panneaux solaires a été décimée par la concurrence chinoise au début des années 2010, en violation massive des règles anti-dumping de la Chine subventionnait ces industries. En 2011, l'Europe représentait 70% du marché mondial des panneaux solaires, contre 10% pour la Chine. En 2016, 5 ans plus tard, l'Europe ne représentait plus que 9% versus 70%, contre 45% pour la Chine, x4, et 19% pour les États-Unis. Et aujourd'hui, on est dans une situation abracadabrantesque où nous importons nos panneaux solaires produits avec du pétrole de Chine, et en croyant être écolo. Deuxième principe de juste échange, nous ne devrions pas importer de l'autre bout de la planète des choses qu'on peut produire chez nous, notamment des denrées alimentaires. C'est la question du blé. Pourquoi est-ce que 7 pays dans le monde concentrent 90% de la production de blé? Je crois que c'est ce que vous avez dit. 87. Alors que le blé peut être produit dans bien plus de pays que 7 dans le monde. Donc il y a des denrées vitales qui doivent échapper à la théorie de la spécialisation dont je parlais. Autant il y a des productions très complexes et très intensives en capital. Je prends l'exemple des semi-conducteurs dont on parle beaucoup. Ce sont des petits composants qui sont utilisés dans les voitures. Si vous n'avez pas de semi-conducteurs, vous ne pouvez pas sortir la voiture de l'usine. Or, 90% de ces semi-conducteurs sont à Taïwan, sur la petite île de Taïwan. Enfin, il y a 20 millions d'habitants quand même. Sauf qu'on se rend bien compte ces dernières années, avec la pandémie,
mais aussi là avec les tensions entre Taïwan et la Chine, que si demain Taïwan est en guerre, la production internationale d'automobiles s'arrête. Cette spécialisation, elle avait une raison, c'est que pour construire une usine de semi-producteurs, c'est des dizaines de milliards de dollars qu'il faut mettre sur la table. Donc on s'est dit, bon, pour optimiser le coût, on va dans cette spécialisation. Donc, il y a certains produits très intenses en capital où on peut dire, bah, toi, tu vas les produire, moi, je vais produire autre chose. Mais il faut que la personne à laquelle vous déléguez cette production, ça ne soit pas une puissance agressive, c'est mieux, et que ce pays, à laquelle vous sous-traitez une partie essentielle de haute consommation, soit le plus proche de vous. Ça, c'est pour l'aspect énergétique. Donc, c'est le principe de si on peut produire chez nous, si on ne peut pas produire des choses chez nous, par exemple les énergies, le gaz, le pétrole, on n'en produit pas chez nous, essayons de nous fournir en énergie différemment, avec des énergies renouvelables, ou essayons de nous approvisionner dans des pays qui ne soient pas autoritaires et agressifs. Je remarque juste que les États-Unis, qui dépendent du pétrole comme nous, cette dépendance, pour utiliser ce mot, des États-Unis au pétrole fourni par le Moyen-Orient, a conduit à ce que les États-Unis aient une politique autoritaire, interventionniste au Moyen-Orient pour protéger ses intérêts. Donc je ne suis pas sûre, par ailleurs, que ça n'a pas servi l'intérêt mondial, mais je ne suis pas sûre non plus que ces économies pétrolières aient servi les intérêts des pays pétroliers eux-mêmes et des peuples. C'est une richesse, la richesse issue du pétrole n'a pas été partagée, elle a été captée par un petit nombre d'ultra-riches. Autre principe qui là a attrait à la démocratie, au risque d'affaiblir notre souveraineté et notre démocratie et de soumettre nos entreprises à une concurrence illégale, nous ne devrions pas accepter sur notre sol d'importer des produits qui ne correspondent pas aux mêmes normes de production que nous. Voilà. Donc ça, c'est un certain nombre de principes auxquels on peut me dire, oui, mais du coup, comment est-ce que les pays moins développés vont faire si l'Europe met tous ces principes en œuvre? Comment est-ce que, si l'Europe se barricade, si l'Europe impose des normes non tarifaires, c'est-à-dire des règles, des barrières tarifaires, comment est-ce qu'on fait? Je dirais d'abord que le commerce et la mondialisation libérale qui est partie d'Europe a certes réduit considérablement la pauvreté dans le monde, et notamment en Asie, mais que cette réduction de la pauvreté, cette croissance économique effrénée, c'est aussi fait au détriment de la qualité de vie des populations sur place, parce qu'il faut savoir qu'on a créé d'autres problèmes, la pollution, qui est responsable de 9 millions de morts par an dans le monde. C'est une étude de l'ONU qui le montre. Et cette pollution, ces morts de la pollution sont concentrées notamment en Asie. Ce sont des gens qui meurent de la pollution engendrée par les industries que nous, Européens, nous leur délocalisons dans un contexte où, comme on veut produire à moindre coût, c'est un peu le Far West qui s'installe. Et aujourd'hui, il faut savoir que la pollution, c'est responsable de 1 décès sur 6 dans le monde. C'est 3 fois plus que ce que provoquent le sida, la tuberculose et le paludisme réunis. Donc, quelque part, on a remplacé un problème par un autre. L'extrême pauvreté par les morts issus de la pollution. Donc, il faut un peu nuancer cette phrase qu'on entend souvent et qui nous dit « Oui, mais la mondialisation, ça a quand même sorti des millions de gens de la pauvreté. » Oui, mais ça a créé d'autres problèmes environnementaux, mais aussi mortels. Et je dirais également que pour aider les pays en voie de développement, puisque c'est ça dont il est question, et je crois que nous avons une responsabilité historique et morale de le faire, ce n'est pas en leur sous-traitant, par exemple, comme au Pakistan ou au Bangladesh, notre production de vêtements. On a bien vu qu'il y a eu un accident d'ailleurs terriblement meurtrier au Bangladesh, le Madeleine Plaza qui s'est effondré avec plus de 2000 morts, parce que ces gens produisent les vêtements que nous portons dans des conditions effroyables, et nous importons des produits à très faible valeur ajoutée, à coût là aussi de tonnes d'énergie fossile et de pétrole qui nourrissent les bateaux pour les amener jusqu'à nous. Ce n'est pas comme ça qu'on va développer ces pays. C'est plutôt en les aidant à acquérir un certain nombre d'infrastructures essentielles, de services publics, d'éducation, de santé. Ça n'a rien à voir avec le commerce et la création de dépendance commerciale. Donc je crois que l'Europe, compte tenu de ce que je viens de dire,
doit maintenant totalement changer d'attitude sur la façon dont elle conçoit ses relations économiques avec le reste du monde, dont elle conçoit ses relations de dépendance au reste du monde, que cette dépendance doit être subordonnée à d'autres objectifs, comme la préservation de l'environnement, la démocratie, de la justice sociale, et que grâce à son grand marché, que l'Europe a mis 50 ans à construire, elle dispose d'une arme écologique énorme. Car l'ensemble du monde veut avoir accès à notre marché européen. Nous avons un niveau de vie assez élevé, un niveau d'éducation. Et donc, nous pouvons exporter nos normes en disant, si vous voulez avoir accès à votre marché, à notre marché, il faut que vous respectiez les normes de l'Organisation internationale du travail, par exemple. Il faut que vous ne fassiez pas travailler les enfants. Il faut que ce que vous nous vendez ne soit pas issu de la déforestation. C'est un règlement qui a été adopté par l'Europe il y a 2 semaines, règlement anti-déforestation, et qui dit que nous n'accepterons plus dans notre marché du soja, du cuir, du maïs, du bœuf, autant de produits qui sont issus de la déforestation dans le monde entier, au Brésil, en Indonésie, etc. Et comme ça, on arrive à faire diminuer peut-être dans le monde entier la déforestation et à améliorer la qualité de vie des gens juste en réglementant notre marché. Donc c'est ça, à mon avis, qu'il faut faire sur le plan strictement commercial, puisque j'ai compris que c'était un peu le sujet de notre discussion. Et puis sur la question du blé, pour finir, il faut, dans l'urgence, débloquer évidemment les bateaux qui sont bloqués dans les ports ukrainiens et russes, mais il faut à terme, apprendre à pêcher. C'est-à-dire, il faut que la production de blé soit sécurisée dans beaucoup plus de pays du monde et qu'elle ne soit plus concentrée de cette manière. Très bien, merci beaucoup. Merci, c'était très convaincant, mais vous n'êtes pas encore sorti d'affaire, parce qu'on va entrer après dans le détail de ces mesures et sur la possibilité de les mettre en œuvre ou pas, d'autant plus dans cette situation de guerre et de quasi-panique qui saisit le monde actuellement. Je me tourne vers vous, Charbel, oui. Peut-être avec un autre petit chiffre. Pour ce qui est du Liban, la dépendance à l'égard des produits alimentaires extérieurs est de 95-96%, c'est-à-dire pratiquement complète. Alors comment est-ce que ça résonne chez vous, cette formule de paix contre le commerce? Le Liban est assez éloigné de la paix, en tout cas sociale, et puis le commerce n'a l'air que de favoriser une toute petite classe du Liban. Dites-nous un tout petit peu comment vous voyez de votre prisme cette question. Écoutez, merci Louis et merci Chloé. Bon, la séance à laquelle je suis très heureux et très honoré de participer porte finalement un double titre, blé et guerre. Alors, sur le blé, bon, l'expérience de mon petit pays est assez dense. Et évidemment, l'explosion, il y a maintenant 2 ans et quelques mois, des silos à blé de Beyrouth. Il y a eu, durant la Première Guerre mondiale, une famine atroce qui a décimé la population. Du fait que le pays s'était prématurément spécialisé dans une monoproduction qui est le verre à soie, ce qui a conduit à une augmentation phénoménale de la densité démographique et en même temps une dépendance très importante. Et la guerre de 14, a conduit d'une part, l'armée ottomane à réquisitionner le blé dans des régions productrices de blé, pas loin, c'est tout près, maintenant dans l'est du pays ou bien en Syrie voisine, et d'autre part a amené les Alliés à imposer un blocus. Ce qui fait qu'il y a eu une famine atroce et une grande partie de la population est morte de faim. Alors qu'est-ce qu'il en a découlé? Il en a découlé dans l'imaginaire des Libanais qu'il fallait dessiner les frontières, sujet qui s'est posé évidemment après avec le partage de l'Empire ottoman entre les puissances coloniales, essentiellement les Français et les Anglais, de manière à recouvrir certaines terres agricoles vers l'est, vers le nord, etc. Ignorant que ce qui se passait, c'était pas ça du tout, c'était un phénomène tout à fait secondaire, les Français et les Anglais s'en fichaient complètement où passer la ligne. Ce qui leur importait, c'était de dessiner dans le désert
les lignes à travers lesquelles devaient passer les oléoducs, parce qu'on avait déjà trouvé le pétrole, notamment en Irak. Donc, vous voyez les relations guerre et blé. Et aujourd'hui, nous assistons, en fonction de ce que tu dis, à un ajustement, à une double crise qui est d'une part un effondrement économique et un déficit incroyable de la balance des paiements. Tant que ça marchait, on importait tout, donc ça allait. Et en même temps, on se trouvait au milieu d'une région dévastée par les guerres. Alors l'ajustement est en cours. Il se traduit par des migrations intenses, aussi bien sortantes pour ceux qui peuvent, et entrantes pour ceux qui ont fui les désastres autour, les Palestiniens d'abord, les Syriens ensuite. Voilà ce qui se passe. Plutôt que de parler du blé, il me semble qu'il y a des raisons pour que je fasse le choix inverse. Je vais parler de la guerre, de la violence. Non pas comme un accident, non pas comme la pandémie. Hein. Parce que d'une part, comme tu l'as mentionné, mon expérience personnelle, celle de ma génération, a été marquée par la guerre. Nous avons vécu la guerre réellement pendant 15 ans. Une guerre qui a commencé par des paris stupides et qui s'est terminée par s'installer comme une situation permanente, avec un partage d'un tout petit territoire. Ceux qui contrôlaient le réservoir d'eau et ceux qui contrôlaient la centrale électrique se faisaient des blocus réciproques. Voilà. On a vécu comme ça. Et cette guerre, cette guerre du Liban, qui est vraiment une guerre civile, parce que finalement, toute guerre est une guerre civile, ça dépend à quelle échelle on se place. Hein. Les deux guerres mondiales sont des guerres civiles européennes, hein. Ça dépend où on dessine les frontières de l'imaginaire. Hein. Et j'assiste, atterré, si vous voulez, aux réactions qui accompagnent la guerre actuelle Russie-Ukraine. Des réactions en masse qui me rappellent l'enthousiasme des Libanais pour la guerre. Il y a un enthousiasme pour la guerre. On prend parti, on fait des jugements moraux, il y a les bons, les méchants et tout et tout. Ça m'effraie, ça. Voilà. Notre parti, comme tu l'as mentionné, on lui reproche beaucoup la formulation de son objet politique, qui s'exprime en une phrase, imposer la négociation aux chefs de guerre, hein, parce que c'est eux les vrais chefs, ce n'est pas les députés, c'est des petites marionnettes de rien du tout. Hein. La négociation sur un transfert pacifique et transitoire du pouvoir pour établir une nouvelle référence de légitimité. On nous reproche ça en disant qu'on n'est pas assez révolutionnaire, ou bien... voilà. Bon. Ça, c'est la génération de ceux qui n'ont pas connu la guerre, ils ne savent pas ce que c'est. Le parti lui-même, nous l'avons conçu comme un instrument destiné à opérer dans une situation transitoire. Ne prétend pas avoir des solutions à tout, etc. Pas de solution à tout. Parce que toute situation, du fait même qu'elle est historique, est transitoire. Les États eux-mêmes sont des situations transitoires. En arabe, le mot daoula, qui est la traduction classique de l'État, dérive d'un verbe qui s'appelle da'ala, ça veut dire tourner. Un État, c'est quelque chose qui est transitoire, qui passe de l'un à l'autre, d'une formule à l'autre. Bon. En allant un peu plus loin, le mélange entre la prédation et la transaction est l'essence même, l'essence duelle de tout pouvoir. Dans une entreprise, bon, que ce soit par le pouvoir autoritaire sur ceux qui y travaillent, ou que ce soit par les tentatives multiples, plus ou moins avouées, de monopole, de cartel, de ce que vous voulez, c'est des pratiques de prédation. Et en même temps, c'est des pratiques de négociation qu'on cherche à rendre aussi asymétriques que possible. On peut appeler ça délocalisation, sous-traitance, etc. Voilà. C'est pour avoir une allocation dissymétrique des risques. Mais cette dualité, prédation et transaction, elle est présente au sein même des États. Elle est présente dans les situations où les sociétés s'arrangent pour ne pas avoir d'État, nous en sommes une. Elle est présente entre les États. Il n'y a pas d'État gentil et méchant. Quand les Américains ont décidé de détruire l'Irak, on peut appeler ça une démocratie si vous voulez, mais bon, c'est rien ce qui se passe en Ukraine par rapport à ce qui s'est fait en Irak. Mais rien du tout, c'est un jeu d'enfant. Hein. Bon. Entre les États et les non-États, dans toute organisation, cette dualité est présente. On peut ne pas vouloir l'observer, mais enfin bon, elle est là quand même. Et de temps en temps, ça éclate.
ça s'appelle une guerre. Sinon, la violence est latente, en permanence. C'est par crainte de la violence que les gens acceptent la servitude volontaire du pouvoir. Plus ou moins gentil suivant les circonstances. Hein. Mais, à bien y réfléchir, une guerre est un acte stupide. Parce que dans une guerre, bon, si les acteurs sont rationnels, bon, on peut préempter le résultat. C'est qui va gagner, qui va perdre. Relativement, tous les deux perdent. Donc pourquoi faire une guerre? Normalement, les plus faibles devraient négocier. Hein. Ils ont intérêt, ça coûte moins cher. Et pourtant, il y a des guerres. Parce que les guerres, non seulement changent la situation des vaincus, mais changent aussi la situation des vainqueurs. Toutes les grandes transformations des institutions politiques dans le monde entier sont venues à l'issue de guerres. Ce n'est pas par des élections que ça s'est fait. Hein. Ni les budgets, ni le vote, ni l'impôt sur le revenu, ni la sécurité sociale, enfin, ni tout ça, hein, pour parler de la période récente. De là, je pense qu'il faut distinguer 3 niveaux de lecture. D'une part, il y a une logique à la violence dissuasive, qui est tout simplement la manipulation des peurs. Il y a des schémas très précis de construction de la dissuasion. Il y a une parenthèse relative, intéressante, qui continue à marquer la mémoire, qui en gros a duré de 1945 à 1990, qui a été marquée, toutefois, par la mise en place des dispositifs nucléaires, avec les missiles, les sous-marins, enfin tout le bazar, par la décolonisation, par des affrontements, que ce soit Cuba, le Vietnam, l'Afghanistan. C'était donc des guerres par procuration ou des guerres en miroir, des guerres en billard. Alors, les États-Unis ont achevé les empires coloniaux européens sous des formes multiples, tout à fait identifiables. Le cas de 1956 avec le canal de Suez ou la guerre d'Algérie, etc., bon, sont tout à fait évidents. Ou encore contre l'Union soviétique par des largages nucléaires sur les villes du Japon, qui étaient achevées, le Japon. Donc, les guerres, ce n'est pas toujours deux boucs qui s'entrechoquent les cornes. Hein. Et puis évidemment, les guerres éloignées, occultées, dont personne ne parle. Et il y a aussi des institutions intéressantes, pour qui veut bien les regarder sérieusement, de ritualisation, exorcisation des guerres. Alors c'est le sport, avec tout l'argent qui se met dedans, etc., avec les pulsions, tout ça. Bon, il y a l'ONU. Et puis il y a le fait que les gens sont venus à trouver normal qu'il y ait des sanctions, qu'il y ait des blocus. Un pays comme Cuba, ça fait 60 ans. Hein. Bon, évidemment, ça se multiplie. Jusque-là, ce n'est pas considéré comme étant des guerres ouvertes. Hein. C'est encore la gestion de la dissuasion. Mais le problème, c'est que des fois, la guerre, elle éclate. Elle se trouve imposée. Et là, la violence se révèle comme violence exercée. Bon, vous avez connu en Europe 2 guerres mondiales. Ils ont eu des préparatifs. Bon, les disputes sur les partages coloniaux, la guerre d'Espagne, Munich, la crise de 29-30. Donc comment ça se fait-il que non seulement la dissuasion utilise la violence comme mécanisme de pouvoir, mais aussi que la violence se révèle comme violence exercée de manière explosive? Est-ce que c'est par folie et sadisme, parce qu'il y a des dirigeants méchants et d'autres qui sont gentils? Peut-être, si ça vous satisfait, je veux bien. En général, tous ceux qui gagnent se retrouvent être gentils, mais enfin bon, après coup. Ou bien c'est parce qu'ils sont idiots et qu'ils font des erreurs d'appréciation. Style Saddam Hussein qui a été encouragé pour occuper le Koweït, voilà, ou la guerre de 67 avec Nasser, bon, et le retrait des observateurs de l'ONU. Voir ce que nous observons en Russie et en Ukraine. Alors, je ne pense pas qu'il faille être dans le secret des services de renseignement pour constater que, bon, il y a une faillite des services de renseignement russes vis-à-vis de l'Ukraine. Hein. Et les préparatifs en Ukraine anticipant la guerre, bon, se sont révélés par la capacité militaire de l'Ukraine. Hein. C'est pas venu comme ça en 2 mois. Bon. Donc il y a des erreurs d'appréciation. Mais je pense que plus fondamentalement,
il y a des raisons structurelles à l'exercice de la violence. Je voudrais en mentionner deux. Souvent, ce sont des besoins internes aux États de légitimation de leur pouvoir. La guerre du Yémen est nécessaire pour consolider le changement de régime qui a cours en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'il y a au Yémen? Pauvre champ, le Yémen. On n'en parle pas d'ailleurs. Plus loin, il y a une autre raison, tout à fait rationnelle. C'est les déséquilibres entre les ressorts du pouvoir relatif des États et leur tendance prévisible d'évolution. Bon. Les États-Unis, en termes relatifs, sont beaucoup plus forts militairement et monétairement qu'économiquement. Et par conséquent, la Chine, c'est embêtant. Bon. Attaquer la Chine, et puis la Chine est en train de s'armer à vitesse exponentielle. La Russie, l'Union soviétique s'est complètement effondrée. Il y a eu une phase qu'on oublie, Yeltsin. Bon. Et puis là, faisant feu de tout bois, du nationalisme, les apparatchiks recyclés comme oligarques, etc., etc., l'Église, M. Poutine cherche à reconstituer une position internationale à la Russie. À côté de ça, il y a la Turquie, avec M. Erdogan, qui est dans l'OTAN, contre l'OTAN, avec les Russes, avec les Ukrainiens, intervenant avec les frères musulmans et les soi-disant terroristes en Syrie et en Libye, etc., etc. Ah, ça devient dangereux. Les Français s'inquiètent beaucoup. Il n'y a pas que les Grecs. Hein. Et puis là, il est en Libye. Bon, OK. Et puis face à ça, il y a une Europe des vétos réciproques et de tensions communautaires croissantes qui me semblent tendre à ressembler au Liban d'avant l'explosion. Parce que bon, le Liban, c'est les communautés qui ont toutes des droits de veto réciproques. L'Europe, c'est à peu près pareil. Hein. Malte et Chypre et la Lituanie peuvent faire veto. Donc, enfin bon. Donc cette tendance observée à une évolution différenciée des ressorts de la force relative peut tout à fait justifier, en pure rationalité froide et cynique, de briser ces tendances par des actes militaires. Voilà. Poutine dit l'OTAN, voilà, vous connaissez. Et puis troisième catégorie, il y a aussi les guerres réactives, qu'on appelle des résistances. Toutes les résistances ont été cataloguées de terroristes tant que ça n'avait pas marché, hein, évidemment. Les résistances sont toujours des guerres asymétriques, basées sur le fait que les enjeux pour la partie la plus forte sont moins importants que les coûts qui pourraient être infligés si jamais la confrontation avait lieu. Et le Liban est une scène de résistance. Évidemment, ce n'est pas l'État, il s'en fiche. Il n'y a pas d'État, tout simplement. Donc, dans les cas de résistance, le mécanisme est très pervers, parce que les résistances, évidemment, toujours ont besoin d'appui extérieur, toujours. La résistance française, hein, sans les largages britanniques, etc., bon, ça aurait été une blague. Hein. Bon, ce qui fait qu'il y a des risques de capture des résistances. Des captures par les acteurs extérieurs et des captures par les ressorts idéologiques que les mouvements de résistance ont tendance à susciter localement pour mobiliser les ressources. Parce qu'une résistance est nécessairement une action minoritaire. C'est après coup qu'on dit que tout le monde était résistant. C'est pas vrai du tout. Il y a résistance que s'il y a acceptation de la défaite. C'est toujours un acte minoritaire. Récusé. Hein. Voilà. S'en sortir, pas simple. Nous avons ça aussi avec Hezbollah et compagnie. Voilà. Bon. Mais à regarder comme ça, avec des gens assis dans ce bel endroit, on peut se dire qu'une guerre est en soi une défaite. C'est une défaite de l'imagination, une défaite du courage. Dès le moment où on prétend, évidemment, il faut raffiner, je ne prétends pas avoir la science infuse, mais qu'on peut comprendre les mécanismes de violence et de guerre, au-delà des erreurs d'appréciation et de la méchanceté intrinsèque de tel ou tel bonhomme. Parce qu'une guerre, c'est coûteux. C'est coûteux même en régime dissuasif ou potentiel. Et évidemment, les coûts sont amplifiés quand elles se réalisent. Mais les coûts sont aussi des bénéfices. Hein. Parce que les logiques des comptabilités nationales, bon, la reconstruction, c'est du beau business. Hein.
les comptabilités d'entreprises liées directement ou pas à l'armement constituent des parts significatives, même si elles ne sont pas présentées comme telles dans les activités industrielles et autres, et leurs retombées technologiques et tout ça. Ben, la famine du Liban s'est accompagnée de la constitution de fortunes, hein. Tous devenus des gens très bien, qui ont construit de beaux palais, etc. Non, on oublie. Nous assistons à un retour franc des États comme acteurs et comme structure agressive. Un État, ça ne peut être qu'une structure agressive, puisqu'un État, ça prétend mobiliser les ressources en faveur d'une population sur un territoire. Donc c'est forcément agressif, par nature. Et ces acteurs se retrouvent, de par même la définition de cette institution d'État, comme agissant sous contrainte et exerçant des contraintes. Tout État exerce des contraintes, suivant les moyens, etc. Bon. Il n'y a rien de bien neuf dans tout ça. Comment agir? D'abord, j'espère que la discussion va m'aider à moi, j'ai besoin de ça, évidemment, mais parce que nous, on est au milieu. Pour les choix d'action, à part l'invocation de principes. Bon. Parce que ceux face à qui on invoque ces principes ont déjà entendu le discours avant. Il ne faut pas croire qu'on leur raconte quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Hein. On raconte tout ça à tous les enfants dans toutes les écoles du monde. Hein. Deuxième chose, les choix d'action politique ne sont pas ouverts de la même manière à tout le monde. Ils dépendent évidemment de l'espace d'action et des effets de taille. L'action politique en Chine est plus difficile à mettre en œuvre, mais une fois mise en œuvre, elle a plus d'effets que l'action qu'on peut avoir au Liban, où c'est peut-être plus facile d'arriver, mais même si on arrive, le résultat sera bien maigre, parce que c'est tout petit. Hein. Donc, une affaire à l'espérance mathématique que le produit de la probabilité et du gain. Hein. Sur une petite chose, et là, le local et tout, enfin, le cas de la Suisse, c'est intéressant à ce niveau-là. Bon, c'est peut-être facile à une petite échelle, mais enfin, l'enjeu reste tout petit, hein, ça ne changera pas grand-chose. D'ailleurs, on peut constater que la neutralité de la Suisse face aux deux guerres mondiales, sans remonter plus loin parce que ça devient plus compliqué, est certainement pour beaucoup dans la fortune relative de la Suisse par rapport aux pays qui l'entourent. Que les deux guerres européennes, Première et Deuxième Guerre mondiale, se sont faites tout autour de la Suisse, et c'était à l'échelle de ce qui est maintenant appelé l'Europe, des guerres civiles. Bon, alors nous sommes face à cela, et le Liban, qui est un non-État, qui sait où les institutions d'encadrement politique, qui sont les communautés, se sont très habilement structurées dans l'attente des reconfigurations régionales. Iran, Israël, Turquie, évidemment, États-Unis, et tout ce beau monde, quoi. Donc, chacun de ces chefs communautaires craignant d'être lâché par son propre sponsor, essentiellement parce que ces chefs de guerre, étant des chefs de guerre, évitent de passer de la violence dissuasive qu'ils manipulent avec une adresse incroyable vers la violence ouverte. Et comment agir? Comment agir dans des moments qui sont objectivement des moments de rupture, parce que nous avons, dans notre petit coin, la conjonction de deux faits qui sont, d'une part, un effondrement économique absolument incroyable, et d'autre part, une région qui est, à part l'affaire de l'Ukraine et de la Turquie, une des principales zones de conflit du monde. Bon. Il se fait que nous estimons que, alors que cette organisation de l'attente est excessivement coûteuse, parce que la société s'adapte. Le mot de résilience est horrible, c'est le contraire de résistance, hein, exactement. C'est horrible la résilience. Résilience, c'est admettre d'être la variable d'ajustement. La résilience est parfaite au Liban, les gars immigrent et tout, c'est super. Voilà. Donc, face à ça, ce moment de rupture est très précieux, et nous estimons que, pas parce qu'on est mieux que les autres ou plus malin ou rien du tout simplement parce que du moins dans cette région-là, je dirais même qu'à l'échelle du monde,
nous avons vécu, en termes d'antériorité, avant les autres, des choses qui se présentent aujourd'hui à l'échelle mondiale. Une hyperfinancialisation et une institutionnalisation extrême du communautarisme. Et ça, c'est dans le monde entier. Nous pensons que cela justifie de prendre un risque énorme qui consiste à dire que du fait de l'antériorité de notre expérience et de nos déboires, nous pouvons être l'avant-poste d'un projet politique qui porte sur la refondation de la légitimité même de l'État. En contrepoint des projets, j'énumère rapidement, de partage coloniaux ou de légitimité empruntée à des religions, à des races ou à des bases militaires américaines ou russes, avec des régimes qu'on appelle autocratiques, arabes, ceux qui ont été déchus ou pas, le nationalisme iranien, ou encore mêlant des paris géopolitiques à haut risque et des mixtures idéologiques religieuses et nationalistes, style le projet sioniste ou les manipulations turques en cours. Voilà notre projet. Ma question était simple. Qui est prêt à en être partenaire? Nous sommes aux avant-postes, coincés entre une faillite économique effroyable et une zone de conflit ouvert, mais en contrepartie, notre expérience est antérieure et extrême par rapport à ce qui vous menace tous. De là, le travail doit nécessairement être un travail d'encerclement des mécanismes en cours, des actions déclenchées, mais principalement de perversion de leur ressort intérieur dans chacun des pays. Et j'appelle à une rencontre, à une organisation politique transnationale qui fasse en sorte que ces mécanismes que j'ai essayé de décrire sommairement soient remis en cause sur chacun des territoires, parce que les territoires restent prégnants et le partage du monde en États, en communautés, etc. est un des leviers fondateurs du pouvoir. Voilà, merci. Waouh, quel tableau, hein? C'est assez prodigieux parce qu'on voit ici, enfin moi qui suis au centre, je le vois presque physiquement à quel point cette question est compliquée. J'aimerais juste rebondir sur deux formules là aussi pour lancer un deuxième tour de table où je vais vous demander d'être un tout petit peu plus ramassé parce que sinon on n'aura pas le temps de se saisir des questions de la salle. Mais j'ai retenu deux formules dans le nombre. C'était le cœur du pouvoir qui est fait de prédation et de transaction, de tout pouvoir, disait Charbel, qui disait aussi que l'État était une structure par essence agressive. Et j'aimerais vous demander, Chloé, si ça s'applique d'une façon ou d'une autre à l'Europe que vous appelez de vos voeux, d'une certaine manière. C'est-à-dire que on comprend bien pas du tout. Pas du tout. C'est le contraire. J'aimerais vous entendre un tout petit peu plus précisément sur ça. On entend bien ce que vous suggérez, ce que vous voulez mettre en place, mais la critique habituelle à ce discours que vous tenez, c'est de dire, OK, les Européens et les Occidentaux ont fait la fête, ils sont enivrés, ils ont cassé toutes les réserves de vin qu'il y avait à disposition, etc. Et maintenant, ils clament une sobriété générale pour les autres, pour ceux qui ne sont pas aussi arrivés, et qu'ils adoptent les mêmes normes que nous, parce que c'est pour leur bien, finalement, et aussi pour le nôtre. Il y a une manière de violence symbolique énorme vis-à-vis de ces 230 millions de personnes qui dépendent maintenant des arrivées du blé, où nous, on va mesurer maintenant, on ne le mesurait pas avant, mais maintenant, on va mesurer le nombre, la pollution que produisent ces navires pour amener ce blé chez eux. Est-ce que, en plus, dans la période de guerre que nous vivons, où tous les pays, l'Allemagne le premier, avec un revers incroyable, qui veut s'armer maintenant pour faire face à la menace, quelque chose qu'elle n'avait jamais... elle voulait surtout pas entrer dans ce formidable tabou en Allemagne même. Est-ce que cette sorte de pratique volontariste que vous défendez est réellement
possible et à quelles conditions. Étant donné, voilà. Du coup, je comprends qu'il y a deux choses dans votre question. D'abord, vous me relancez sur la formule selon laquelle l'État est par nature agressif, et ensuite vous me demandez, mais c'est encore tout autre chose, si la sobriété environnementale est une insulte pour le reste du monde qui n'a pas pu profiter comme nous, c'est ça ? Ça fait partie de la même question, puisque maintenant, vous vous disiez vous-même, l'Union européenne, vu la force de son marché, vu sa puissance, d'une certaine manière, peut imposer ce genre de normes à l'extérieur. C'est un peu la même question. Et de quel droit sommes-nous maintenant autorisés à du droit de maîtriser ce qu'on consomme, imposer aux autres, mais je vais vous répondre. Quitte à ce que les autres meurent de faim. Non, mais je veux dire, la question est là. La question n'est pas là. Là, c'est une extrémité, pardonnez-moi. Le but n'est pas de faire mourir le monde de faim, et je ne crois pas du tout que ce soit l'objectif de l'Europe. Ce que je disais, mais peut-être vous m'avez mal compris, c'est qu'on ne pouvait plus continuer, pour la santé de notre environnement, de nos sociétés, mais de notre démocratie, à être ouverts aux quatre vents, sans aucune règle, en mettant nos entreprises dans une concurrence déloyale vis-à-vis d'autres entreprises dans le reste du monde qui ne respectent pas les mêmes règles et qui produisent à plus bas coût. Donc voilà, c'est... Mais l'État par nature agressif, je suis en total désaccord avec cette phrase. Je pense d'ailleurs que cette vision est assez datée et découle d'une vision assez, violente et phallocratique des relations internationales. Pour être très clair. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une continuité, un continuum entre le machisme et la violence dans les relations internationales. D'ailleurs, j'observe que Vladimir Poutine, pendant de longues années, s'est adressé à l'Ukraine comme à une femme, avec des formules comme « tu vas t'y faire, ma belle », qu'il fait souvent référence aux États baltes comme à des prostituées, d'ailleurs. Voilà, je vous invite à lire ces discours. Donc non, l'État n'est pas par nature agressif, et je pense que d'ailleurs l'Europe le montre, puisque nous sommes la seule zone géographique au monde à être un club de nations désimpérialisées. J'emprunte la formule à Marcel Gauchet, c'est-à-dire que nous sommes un club de nations. Autrefois, nous étions des empires, et nous avons réussi à créer quelque chose d'original qui n'existe nulle part ailleurs au monde, et qui est une coopération pacifique entre États-nations, et qui décident de mettre en commun une partie de leur souveraineté pour être plus libres tous ensemble. Donc ça montre bien qu'un État, une nation, n'est pas par nature agressive, pas du tout. Si on met de côté la délocalisation dont vous parliez, c'est-à-dire qu'elle exporte une violence d'autre ordre dans d'autres pays, ou non ? Oui, d'accord, mais honnêtement, c'est deux choses différentes. Là, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. On discute du fait que, est-ce que par nature, un État a vocation à faire la guerre à tout le monde et à ne pas être capable de se mettre autour d'une table et de coopérer sur le fondement du respect du droit et de la démocratie en s'écoutant autour de la table. L'Europe fait ça. Est-ce que l'Europe est parfaite ? Ça n'est absolument pas ce que je dis. Mais je dis simplement que la toute-puissance qui s'exprime partout dans le monde, y compris dans les relations internationales, est profondément anti-écologique. Parce que demain, l'écologie planétaire aura besoin d'empathie. D'empathie pour les êtres humains, les êtres non humains, la nature. L'empathie est au cœur de la pensée écologique. Et pourquoi ça s'oppose à la toute-puissance ? Je fais là un détour par la criminologie. Souvent, quand un criminel est traduit devant les tribunaux, on le soumet à des expertises psychiatriques. Et ces criminels, des gens qui tuent des enfants, des êtres humains, ont souvent en commun d'être des psychopathes. Qu'est-ce que c'est un psychopathe ? C'est quelqu'un qui ne ressent pas d'empathie. Et donc qui tue parce qu'il n'a pas d'empathie pour la personne en face. C'est comme si c'était un objet. Cette psychopathie, elle est aussi au fondement du racisme. On est raciste parce qu'on manque d'empathie pour quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Donc on le traite pas comme on traiterait d'autres personnes. L'empathie, elle est au cœur de beaucoup de choses. Et tout simplement pour vous dire que ces personnes psychopathes ne ressentent pas d'empathie et ont souvent une volonté de toute puissance. C'est pourquoi je dis que la volonté de toute puissance, qui est une maladie mentale, mais qui est aussi au cœur de la phallocratie et du machisme, est profondément anti-écologique, et il va falloir qu'on en sorte très vite, en reproduisant, je pense,
partout dans le monde, des structures régionales comme on a réussi à le faire au niveau de l'Union européenne. On a essayé de construire des organisations internationales comme l'ONU, etc. On voit que ça a aujourd'hui ses limites. On est dans une mondialisation multipolaire où on a plusieurs grandes puissances qui s'affrontent et qui revendiquent chacun un modèle de civilisation. Pour ce qui est de la sobriété que l'Europe voudrait imposer au reste du monde. Pardon, mais en fait, c'est le reste du monde qui est menacé par le réchauffement climatique. Et c'est d'abord les pays pauvres qui sont menacés par le réchauffement climatique. Ça n'est pas nous qui souffrons de températures de 56 degrés l'été. C'est le Pakistan, c'est l'Inde. Ce n'est pas nous qui souffrons de submersion et d'inondations massives. C'est là encore le Pakistan il y a quelques semaines, ou le Bangladesh, ou des îles qui vont complètement disparaître. Donc, ce que fait l'Europe pour l'environnement, et l'Europe a toujours été à la pointe sur ces questions, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, s'est créé en Europe. Le Club de Rome, qui avait produit en 1972 ce rapport qui s'appelait Halte à la croissance, est né à Rome et a été inventé par un Anglais et un Italien. Greta Thunberg est suédoise. C'est en Europe que nous avons le plus d'ONG environnementales, etc. Donc, aujourd'hui, de vouloir, si vous voulez, faire en sorte que l'ensemble des pays respectent les accords de Paris, c'est-à-dire se mettre sur une trajectoire qui soit compatible avec 1,5 degré de réchauffement, ça n'est absolument pas une violence. Et je note par ailleurs que dans le cadre de ces négociations, on prend en compte évidemment la responsabilité historique de chacun dans le réchauffement. Et même si l'Union européenne est aujourd'hui responsable de 9% des émissions mondiales, elle a une responsabilité historique parce qu'elle a émis beaucoup plus. Voilà. Mais je ne crois pas, si vous voulez, que ce discours qui consiste à dire vous avez profité et nous aussi profiter, on veut profiter. C'est ce que je disais aux Roumains quand je travaillais à Bucarest. Je dis mais c'est pas un cadeau en fait notre mode de vie. On subit la pollution, on subit les perturbateurs endocriniens, on subit tout un tas de choses. C'est ça dont vous rêvez? Donc en fait, je trouve que votre discours de dire non mais on les prive de ce que nous on a vécu, mais on les prive de quoi en fait? On les prive juste de la catastrophe. Donc ça n'est absolument pas une violence qu'on exerce en les aidant à faire leur transition, écologique. Voilà ce que j'aurais à répondre rapidement là-dessus. Très bien. Avez-vous une vision phallocratique de l'État? Peut-être que... Si Chloé le dit, peut-être c'est vrai, j'en sais rien. Mais... Pour le dire un tout petit peu différemment... Si ça suscite une remise en question, je serais contente. Donc c'était brillant, cette manière de relier les points les uns avec les autres. Ce qui, moi, me manque finalement dans votre démonstration, c'est précisément cette conscience dont parle Chloé, c'est-à-dire la conscience de tous les Libanais qu'ils font partie de la même histoire et qui doivent, d'une manière ou d'une autre, se parler et être capables de se réunir pour faire face à cette situation que vous décrivez. Qu'est-ce qui manque pour arriver à ce résultat-là? Écoutez, Luis, moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je ne parle pas en termes de nous et de vous. Pas de nous et de vous. Je m'adresse aux gens ici présents exactement comme je parle à mes camarades dans mon parti. Exactement. Dès le moment où il y a du nous et du vous, ça y est, il y a des rails qui sont posés. Enfin. Pour ce qui est de l'accumulation du capitalisme en Europe au début du 19e siècle, à l'époque où Ricardo écrivait son machin, il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait l'esclavage. Il y a un cas qui est Haïti, donc ça ne s'oublie pas. Et une fois qu'un état de fait est imposé, on ne le gomme pas. Il y a un second cas, qui est tout près de chez nous. Les Palestiniens ont été massivement éjectés de leur terre en 1948, et les Français ont joué un rôle majeur en fournissant l'arme nucléaire aux Israéliens, avec Dimona, etc., pour contrer donc Nasser. Enfin, vous connaissez très bien tout ça. Et puis même les territoires occupés en 67, l'ONU, décision, tout ça, on s'en fiche, sont un régime d'apartheid, de partition, de contrôle agressif et d'assassinat ciblé, qui est une utilisation, qui est une illustration de ce que j'ai oublié de dire par l'utilisation instrumentalisée et intelligente de la violence. Et puis, troisième cas,
pour ce qui est du constat, je ne pense pas que ça relève d'un débat quelconque, qu'un État est par nature agressif, parce qu'un État, c'est quoi? C'est une institution qui essaye, qui prétend pouvoir mobiliser des ressources au sein d'un territoire et d'une population face à d'autres États. S'il y avait un État universel, il n'y aurait pas d'État. Écoutez, il y a une solution, un truc très simple. Imaginez qu'en France, il y ait 20 millions d'immigrés qui viennent, je ne sais pas moi, du Mali, du Burkina Faso, d'Algérie, de Libye ou de Syrie. Les prétentions à la démocratie et aux droits de l'homme permettraient de les accueillir? Au Liban, ils sont entrés parce qu'il n'y a pas d'État, tout simplement. Donc, écoutez, laissons la morale de côté, c'est pas de ça qu'il s'agit. Laissons aussi, excusez-moi, laissons de côté aussi, d'accord, laissons de côté aussi les considérations relatives à la définition préalable de nous et de vous et d'identité réciproque, parce qu'on sait où ça mène, et essayons, je pense, face à des tournants réellement dangereux, d'être capable de comprendre les raisons de l'action des différents acteurs. Et non pas se positionner en situation de juge, quoi que ça soit réconfortant. Voilà. Juste pour revenir sur la définition de l'État, la définition que vous avez donnée est un peu floue. Un État, c'est en droit international 3 choses: un gouvernement, une population et un territoire. Ouais. Voilà. C'est exactement ce que je dis. Non, mais en droit international, un État, c'est un gouvernement, une population et un territoire. Ouais. Un État a vocation à gouverner sur un territoire et sur une population, pas à s'accaparer des ressources, comme vous l'avez dit, ça me semble pas le sujet. Et un État, c'est quoi? C'est la sécurité à ses habitants, un certain nombre de services publics. Je crois qu'il faut être précis, parce que pour dire qu'un État est forcément agressif, vous partez d'une définition qui est un peu étrange. Et je redis que, si ça n'était pas assez clair, que nous devons essayer de construire une coopération interétatique et internationale. Nous avons réussi à le faire en Europe, c'est largement perfectible, mais nous avons réussi, ensemble, entre plusieurs États, à construire des politiques communes au service d'un bien commun. Donc je crois que ça démontre encore une fois l'acception suivant laquelle un État serait par nature agressif, parce que sinon, j'avoue que je ne sais pas comment est-ce qu'on s'en sort. Ou alors on va vers une dissuasion généralisée où on serait tous finalement dans une sorte de paralysie internationale. Mais bon, c'est un autre débat. Bien. Très bien. On va peut-être ouvrir la discussion. Si certains d'entre vous se sentent prêts à entrer dans la mêlée. Vous n'avez pas abordé les produits financiers. Les échanges mondiaux, c'est 55% de la finance. Ce n'est pas le commerce mondial. Et c'est ce qui se passe de dramatique actuellement. Vous vous réveillez le matin, la première information qu'on a, c'est où en est la bourse? À New York, à Francfort, à Londres. Et il me semble que c'est ça qu'il faut remettre en question aussi. Pas seulement les échanges commerciaux, puisque ça détermine les affaires et les entreprises. Voilà, je trouve que c'est un point important. Et puis pour monsieur, oui. On va aller, on est très peu, mais on fait une constitution. On refait notre constitution, voilà. Et c'est ce qui manque au Liban. Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous êtes sur un ancien schéma où c'est des chefs de clan. Et puis vous restez toujours avec vos chefs de clan, qui sont maronites, qui sont chrétiens, qui sont musulmans, qui sont chiites, sunnites. Et c'est une impasse. Donc, commencez par la démocratie, par une constitution. D'accord. On répond directement. Peut-être sur le secteur financier. Oui, vous avez raison. Les flux financiers font partie du commerce.
J'en ai parlé quand j'ai abordé la question des investissements étrangers. Quand la Chine rachète une entreprise, en France, c'est un flux financier. Donc, moi, je crois qu'il faut les contrôler. On avait jusqu'à récemment en Europe le régime de contrôle des investissements étrangers le moins restrictif au monde. Il y a un classement qui est établi par l'OCDE. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est une organisation internationale. Et ces dernières années, face à la prédation notamment chinoise, mais aussi américaine, sur le marché européen, on a essayé, en Europe, d'aider les pays, notamment les pays d'Europe centrale, voilà, la Roumanie, la Lituanie, tous ces pays ex-communistes qui étaient très vulnérables parce que très ouverts en sortant du communisme, à les doter d'un instrument de filtrage. Mais moi, je le connais personnellement parce qu'à Bercy, je vois comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, c'est quand une entreprise veut investir, je sais pas moi, veut racheter une entreprise, une aciérie en France ou une industrie pharmaceutique, le ministre des Finances peut, par décret, interdire l'investissement. Mais c'est pas interdit, c'est à sa discrétion, si vous voulez. Il peut aussi très bien décider l'investissement se faire. Donc il y a le contrôle des investissements étrangers qui est important et qu'il faut généraliser à l'ensemble de l'Europe avec une liste précise des secteurs qu'on considère stratégiques et qu'on ne veut pas qu'ils soient soumis à de l'ingérence étrangère. C'est aussi la culture, les médias. Et puis il y a aussi la question de la liberté des mouvements de capitaux. Ça, c'est un grand problème. La façon dont on a libéré les mouvements de capitaux en Europe à la fin des années 80, quand on a fait Maastricht, a été désastreuse. Parce que, avant de libérer l'argent, il fallait aligner nos niveaux de fiscalité, notamment sur l'épargne et sur l'impôt sur les sociétés. Et comme on n'a pas fait ça, bah, qu'est-ce que s'est passé? Le marché nous a dicté sa loi et a tiré tous les taux d'imposition vers le bas. En Europe, le taux d'impôt sur les sociétés, il est passé de 37% en moyenne en 1993 à 22% en 2015. Donc on a vraiment, en Europe, inventé la dérégulation financière. Ça part de chez nous. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour s'en sortir. Le contrôle des mouvements de capitaux, quitte à rétablir des frontières le temps de s'entendre sur un impôt sur les sociétés minimales, même s'il y a des négociations qui avancent. La fin du secret bancaire et des paradis fiscaux. Je dis ça à un Suisse. Pardon si je vous offense. Mais pour nous, c'est inacceptable, si vous voulez. Que des gens qui ne payent pas les impôts chez nous, mais qui s'enrichissent chez nous, viennent cacher votre argent ici. Et puis voilà, je crois que c'est trois choses essentiellement ce que j'ai à dire sur ce sujet. Bon, je vais me permettre d'ajouter peut-être quelque chose sur le point que vous avez soulevé. Ensuite, l'interrogation que vous m'avez adressée. Écoutez, les affaires des finances, bon, c'est sûr que l'essentiel des flux et des transactions sont des transactions financières qui relèvent d'un casino, c'est évident. Bon, alors là-dedans, il y a quand même un point important, c'est que ce soit du fait de 2008, que ce soit du fait de la pandémie, que ce soit des dépenses militaires actuelles, tout ça conduit à une augmentation phénoménale des agrégats monétaires. Bon, ces agrégats monétaires apparaissent comme étant propriété d'actifs, de gens, d'institutions, etc. Et ces gars-là, ils cherchent une rémunération. Donc il faut pomper quelque part. Il faut pomper quelque part d'une manière ou d'une autre. Alors, il est difficile de pomper de manière proportionnelle à la quantité d'actifs qui s'est accumulée du fait de ces différentes manipulations. Et l'inflation qui commence à pointer le nez, c'est la réaction à l'incapacité de rémunérer ces quantités colossales d'agrégats financiers qui n'ont pas de contrepartie. Voilà. Ça, c'est sérieux. Face à ça, vous avez quelque chose qui est le dollar. Écoutez, il y a des tournants importants, quand même, il y a des acteurs politiques importants dans l'histoire. Il y a le tandem Nixon-Kissinger. Le tandem Nixon-Kissinger, presque simultanément, a été amené à prendre deux décisions dont on voit les conséquences aujourd'hui. D'une part, rompre Bretton Woods et par conséquent la parité fixe entre or et dollar, et par conséquent utiliser le dollar comme monnaie de règlement international sans contrepartie. Les États-Unis peuvent acheter ce qu'ils veulent et donner des dollars tant que le dollar est perçu comme étant une monnaie ayant un pouvoir d'achat relativement stable par rapport aux autres devises. C'est incroyable ce pouvoir-là. Et bien ce pouvoir-là, pour le maintenir, il faut que les États-Unis soient toujours perçus comme étant la puissance dominante dans le monde. Donc il faut des sous-marins, des bases militaires, des centaines de milliers de soldats installés dans chaque trou, etc., etc., etc. Ça va, l'un ne va pas sans l'autre.
et les menaces que les États-Unis perçoivent, commencent à percevoir sur la stabilité de cet instrument dollar sont une des raisons essentielles de son action militaro-politique préemptive vis-à-vis de la Chine, en passant par la Russie et manipulant évidemment et l'Ukraine et l'Europe, principalement l'Allemagne, parce que l'Allemagne est évidemment le pôle dominant en Europe. Bon. Ensuite, ils ont pris en même temps une décision majeure, qui est aussi un risque incroyable, qui est de se dire, bon, on va faire copain-copain avec la Chine communiste, la République populaire, jetant aux oubliettes Chiang Kai-shek et ses descendants à Taïwan qui ont été éjectés du Conseil de sécurité, etc. etc. L'idée étant qu'il y avait, du moins pour une phase transitoire, un intérêt commun entre les États-Unis pour minimiser leurs coûts de production et la Chine pour monter ses capacités productives de façon à faire tomber l'Union soviétique qui ne pourrait pas suivre dans la course aux armements. Ça, c'est deux décisions majeures, ce n'est pas des trucs d'enfants de cœur disant, bon, on est gentil, etc. etc. Donc, voilà. Ça, c'est des tournants dans l'histoire. Alors, les résultats, on les a vus 15, 20 ans, 25 ans après. Hein. Donc, l'affaire monétaire, l'affaire financière n'est pas dissociable de la force militaire. Dissuasive, jusqu'à un seuil où elle devient nécessairement réalisée. De dissuasion, il faut bien prouver qu'on est capable de le faire. Sinon les Allemands et les Russes, avec la domination allemande sur les petits États d'Europe centrale, etc., avaient réussi à intégrer une population dont les salaires étaient nettement plus faibles et par conséquent prenaient une position dominante au sein de l'Europe, au détriment de la France, évidemment, qui est déclassée, qui ne peut même plus entretenir son porte-avions, ni amener de l'essence dans ses avions. Ben, voilà. Donc, voilà les vrais enjeux. Alors, pour ce qui est de notre histoire, vous savez, nous, dans cette région, je ne vais pas vous asséner pour l'histoire longue, mais il y a quand même deux moments majeurs de délégitimation. Parce que si vous rédigez une constitution, enfin, on a des textes, on sait faire, des juristes qui rédigent des textes, ce n'est pas ça le problème. C'est que ce n'est pas légitime. Voilà. La légitimité, elle est ailleurs. Pourquoi ? Bon, ils ne sont pas plus bêtes que les autres, hein, les gens du coin, c'est un a priori. Parce qu'on considère qu'il y a des gens qui sont mieux que d'autres, il y a des nous et des vous, la discussion va ailleurs. Voilà, moi, je tiens, par méthodologie, à un principe que il n'y a pas de nous et vous. Les nous et vous, ça se construit. Ça. Donc on peut discuter, sinon, bon. Alors, il y a deux moments de délégitimation majeure. Il y a un premier moment de délégitimation majeure qui est le tournant fin 19e, début 20e. La modernisation de l'Empire ottoman, la laïcisation de l'Empire ottoman, la transformation des sujets en citoyens, etc., était un moment où, parallèlement à ce qui se passait en Russie et un peu en Chine, il y avait dans ces grands empires, si vous voulez, qui étaient autour de l'Europe coloniale, à ce moment-là impérialiste, qui essayaient de faire un rattrapage. Bon. Alors, les paris qui ont été pris aussi bien au sein de l'Empire ottoman que par les grandes puissances, comme on les appelait à l'époque, ont amené à l'éclatement de l'Empire ottoman, qui était quelque chose où, bon, que ce soit les Arméniens, les Grecs, les Arabes de Cilicie, etc., c'était méchant, hein, c'était pas drôle du tout. Donc, et là, l'Europe a soutenu, y compris la France pour commencer, qui a balancé les Arméniens et la Cilicie en leur disant « vous fichez quand ?» parce que pour aller un peu à Marseille et un peu en Syrie et au Liban, parce qu'il ne fallait pas fâcher Atatürk, sinon Atatürk risquait de s'acoquiner avec Lénine. Voilà, donc c'est ça. Alors, les États, ils sont bien gentils, vous savez, super gentils les États. Ok. Et puis il y a le fameux texte de Churchill à l'époque disant que nous devons encourager le mouvement sioniste parce que ces salopards de juifs, ils sont en train de devenir communistes, donc il faut leur vendre un truc religieux. C'est un texte explicite, hein. Voilà. Donc, alors, bon, donc c'est pas gentil. Puis il y a une deuxième phase de déception, c'est les années 50, donc après les indépendances, avec comme figure de proue, si vous voulez, en Égypte Nasser et au Liban chez nous, un président qui est devenu célèbre parce qu'il est un accident, qui est Fouad Chehab. Bon, l'un et l'autre, avec le tournant de la guerre de 67, ont été brisés en termes de légitimation. Et par conséquent, quand la légitimité des projets politiques qui animent, qui essayent de constituer l'État sont brisés, les gens se replient. Ben, ils se replient ce qu'il y a de plus bête. Ils se replient sur la famille, le clan, le machin, etc. Voilà ce à quoi nous assistons.
voudrais d'abord remercier les orateurs pour cet éclairage très intéressant et qui m'a fait relever une chose importante, c'est l'approche différente de l'histoire. Vous avez une approche différente de l'histoire. L'une avec une vision beaucoup plus large, verticale et horizontale, et l'autre seulement horizontale et partielle. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à des résultats. Donc à trouver des remèdes. Et que l'histoire ne bégaye pas. Qu'on ne recommence pas les fautes, les erreurs faites avant avec toutes ces guerres-là. Donc la guerre à laquelle nous assistons, elle finira par être résolue par la négociation. Mais entre-temps, il y a des êtres humains, et au-delà du commerce, de l'économie et des finances, qui meurent, et qui meurent ailleurs, mais il n'y a pas le même écho qu'ailleurs. C'est pourquoi je dis qu'il y a une approche différente de l'histoire. Il faut revoir, si on veut, qu'il y ait une globalisation totale, et non pas partielle, qu'il n'y a pas un repli sur soi, comme vous l'avez dit, c'était vraiment une opportunité, ce Covid, parce que il a permis de voir qu'on est vraiment interdépendants. Et vous, la solution que vous proposez, madame, c'est que la France va fabriquer ses propres médicaments. Donc à 90%, 90%. Donc, non, c'est pas une solution. Je dis que c'est pas souhaitable pour la France que 90% de ces médicaments soient produits en Inde et en Chine. Voilà. Et je crois que... Et pour que donc, l'Europe redevienne puissante. Donc, vous suggérez une souveraine puissance à la fin de votre intervention. Mais en tous les cas, c'est une approche différente de l'histoire. Mais c'est ça ce que j'ai relevé. Et il faudrait peut-être revoir ça pour trouver des solutions adéquates et viables pour toute l'humanité. Merci. Une dernière question, peut-être ? Merci. Moi, j'aurais une question pour Chloé Ridel à propos de l'Europe. Quel est votre avis dans cet état de crise actuelle? Est-ce que, selon vous, l'Europe va pouvoir résister à cette tentation de repli identitaire? Peut-être, je ne sais pas si le Brexit, on peut le qualifier de cette dynamique-là. On voit un peu que ça se dessine en Italie. Voilà. Est-ce que cette collaboration entre États va pouvoir résister? Comment elle va s'en sortir de tout ça? Ça nous intéresse Merci particulièrement beaucoup. En tant que Suisse aussi, cette question. J'y réponds directement. Pardon ? J'y réponds directement. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette question parce qu'en réalité, elle occupe toute une partie de mon livre. Je fais le constat dans le livre que l'Europe, effectivement, fait face à un front uni des droites identitaires, c'est-à-dire des extrêmes droites, assez inédit parce que, historiquement, les extrêmes droites, issues des mouvements néofascistes et néo-nazis d'après-guerre, sont restées en marge de la construction européenne. C'était comme les communistes. L'Europe a été construite par les sociodémocrates, par les démocrates chrétiens, par les libéraux conservateurs, mais pas par les extrêmes droites. Et depuis le début des années 2010, s'est forgé en Europe, autour du Premier ministre hongrois Viktor Orban, un front des droites identitaires qui ne veulent plus sortir de l'Europe. Par exemple, Marine Le Pen dans notre pays, Giorgia Meloni en Italie, avaient la sortie de l'Europe pour programme jusqu'en 2015 et l'ont abandonnée depuis. Elles ne veulent plus sortir de l'Europe, mais la transformer de l'intérieur et la détourner de l'intérieur. Ils veulent construire une Europe à leur idée, une Europe centrée autour de l'idée que l'Europe est une civilisation blanche et chrétienne qu'il faut défendre face à l'immigration musulmane d'une part et face à ce qu'ils appellent l'idéologie du genre et l'homosexualité d'autre part. C'est un discours qui rappelle directement celui de Vladimir Poutine. Et ce n'est pas un hasard si, sur notre continent, les droites identitaires ont été financées par le régime de Poutine et ont relayé sa propagande sur notre sol. Vladimir Poutine, le seul fait que nous existions comme peuple libre à ses frontières est une menace pour lui. Il a envahi l'Ukraine une première fois à travers la manipulation de milices qu'il avait envoyées dans le Donbass en 2014, parce que l'Ukraine allait signer un accord
un accord d'association avec l'Europe. C'est ça le départ de cette guerre. Et pourquoi il a fait ça et pourquoi il ne supporte pas que l'Ukraine se tourne vers l'Europe? C'est parce qu'il a essayé, depuis la chute de l'URSS, de rassembler le monde russe, Vladimir Poutine, ce qu'il appelle le monde russe, dans une vision totalement coloniale de ses voisins. C'est une politique colonialiste. Et il a essayé de construire quelque chose qui ressemblait d'ailleurs beaucoup à l'Union européenne. Il a créé une communauté douanière, une communauté commerciale avec l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, etc. Tous les pays qui gravitaient autour, sauf que ces pays s'en sont désintéressés puisqu'il ne s'agissait pas d'être dans une relation d'égal à égal comme c'est le cas en droit au sein de l'Union européenne, mais c'était question de se soumettre à une puissance coloniale qui était la Russie. Donc l'Ukraine a fini par se tourner vers l'Europe parce que l'Europe exerce un pouvoir d'attraction considérable, pas que sur l'Ukraine, aussi sur la Moldavie, aussi sur la Biélorussie, de par son mode de vie, de par ses libertés. Et ça, Vladimir Poutine ne le supporte pas, et c'est la raison pour laquelle il fait du cœur de sa propagande la critique d'une Europe qu'il dépeint comme décadente, comme rongée par le multiculturalisme, par l'immigration, par l'homosexualité, etc., etc. Et ces droites identitaires sur notre continent reprennent ça. Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent faire finalement de l'Europe la gardienne d'un État culturel, où il s'agirait de financer avec le budget européen des murs à nos frontières, où il s'agirait de garantir le respect de la famille traditionnelle, je mets les guillemets, de limiter le droit à l'avortement, comme Giorgia Meloni veut le faire en Italie, et comme Viktor Orban le fait en Hongrie, ou comme les Polonais le font en Pologne. Pas forcément en interdisant l'avortement, mais en humiliant et en stigmatisant les femmes qui souhaitent avorter. C'est le cas par exemple en Hongrie, où Viktor Orban, il y a 2 semaines, a pris une loi qui oblige les femmes qui souhaitent avorter à écouter le cœur de leur bébé, pour les humilier, pour les stigmatiser. Et ça constitue des freins concrets à l'avortement. Donc il y a une vraie menace identitaire en Europe, qui est liée à plein de sujets, ça prendrait des heures, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais il y a ce risque d'un repli. Et ce que je dis dans mon livre, c'est que pendant des années, on n'a pas su contrer ce front identitaire qui grossissait, mais que là, l'Ukraine nous a quelque part montré ce qu'être européen voulait dire, puisqu'on a vu que les Ukrainiens étaient prêts à mourir, à payer de leur sang pour appartenir à l'Europe, pour vivre comme nous. D'ailleurs, ils ont demandé d'adhérer à l'Europe. Et donc, on a compris que l'Europe, et être européen, ça n'était pas être blanc et chrétien, ça ne se définit pas par le prisme de la race ou de la religion, mais c'était une manière de vivre en général, des institutions, des systèmes de redistribution sociale, des libertés, l'absence d'arbitraire, etc. Et donc c'est autour de la défense de ce mode de vie européen que nous devons nous réunir, et il faut être puissant demain. L'Europe doit être puissante, non pas pour alimenter les feux d'un monde au bord de l'embrasement, ça n'est pas le sujet. L'Europe ne doit pas être une puissance agressive. L'Europe doit être puissante pour lutter contre les impérialismes de toute forme, pour faire respecter la paix et pour mettre en œuvre l'écologie planétaire. Et ça, elle se doit de l'être, parce que la faiblesse géopolitique de l'Europe est un facteur aggravant des désordres du monde, cher monsieur. Donc, nous n'allons pas être puissants pour être menaçants. Au contraire, nous allons être puissants pour être une puissance de médiation, notamment au sein de la nouvelle guerre froide qui se crée entre les États-Unis et la Chine. Et il faut absolument, à ce moment de l'histoire, combattre ce front identitaire qui monte, parce que je crois qu'à ce moment de l'histoire précisément, l'Europe ne peut pas devenir le continent du repli, du rejet et de l'homophobie. Donc merci pour votre question, parce que c'est la guerre entre plusieurs idées de l'Europe, d'un côté l'Europe identitaire et de l'autre l'Europe que je viens de dessiner là et que je dessine dans mon livre, ne fait que commencer. Si vous permettez, je voudrais répondre. Non, on va éviter les discussions. Agressive. J'ai dit que, je voulais dire, on est venu pour parler du blé. La Tunisie était le grenier. C'est pourquoi j'ai parlé d'histoire. La Tunisie était le grenier de Rome. Et puis, il s'est transformé avec le temps, et il est devenu dépendant pour les céréales. Vous comprenez? Voilà, c'est pour résumer en 2 mots. Hein. Je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, moi, je n'ai jamais dit d'abord mais une agression, une force répond à une autre force. C'est dissuasif, mais c'est agressif. Mais je n'ai jamais dit que l'Europe était agressive. Merci. Ça, je ne l'ai jamais dit. Merci, monsieur. On va... Je peux dire un mot?
On va boucler. Non, je vais être très bref, écoutez. Non, vous savez, dites. C'est pas ça qu'on veut. Non, pas du tout, justement, il ne faut pas... J'essaye de ne pas aller vers les distinctions entre nous et eux, parce qu'on pourrait parler, évidemment, des armes européennes qui servent à tuer les Yéménites dont personne ne parle, de ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, en Libye. Bon, passons. L'affaire des nous et eux, je voudrais juste, si vous me permettez, raconter une petite anecdote. Bon, j'étais au Conseil des ministres en 2012, avec à l'époque un Premier ministre, le même type que nous avons actuellement, Mikati, qui est très copain avec les Européens, parce qu'il y a plein de combines d'affaires louches avec eux. Bon, enfin, ça va, il était président des télécoms, il a quelques milliards, on ne sait pas trop comment, avec Orange et France Télécom. Mais revenons à nos sujets. Donc, il y avait eu un immeuble, un vieil immeuble, qui s'est effondré à Beyrouth, dans un quartier qui s'appelle Fassou. Voilà. Et puis, il y a eu, je ne sais pas, 15-20 morts. Voilà. Alors, évidemment, tous les ministres ont commencé à dire qu'ils étaient mal au cœur, les pauvres, victimes, machin, etc. Le Premier ministre a dit, bon, ça va, vous avez tous rigolé. Maintenant, on va donner des réparations, parce qu'il faut bien se faire dire quelque chose. Alors, il a demandé au directeur général du Conseil des ministres, alors, c'est combien le tarif des réparations quand il y a des morts? Il dit d'abord, monsieur le Premier ministre, on ne dit pas réparation, parce que réparation, ça veut dire qu'on est responsable. On va donner assistance. OK, assistance. Il y a un tarif pour l'assistance. Il a dit, il y a un tarif, hein, c'est tant de livres libanaises. Alors, il y a un gars au Conseil des ministres qui lève le doigt et dit, mais il y a 6 Soudanais là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait des Soudanais? Alors, ils ont tous convenu, bon, c'est moitié prix. Alors, c'est de nous et eux. Hein. Il y a des gens qui ont un statut moral supérieur aux autres. Alors, j'ai levé le doigt en disant, mais il y a peut-être un Américain, non? Alors là, ils ont dit, bon, OK, on va faire le même prix. Voilà. Donc, juste pour les distinctions entre nous et eux, je pense que c'est assez illustratif. Et merci de votre attention et de votre patience. Merci pour ce débat qui nous plonge dans une profonde perplexité, parce que d'un côté, je pense qu'il y a une question de génération tellement différente et d'expérience tellement différente entre quelqu'un qui a vécu la guerre depuis son adolescence et qui a su analyser qu'il n'en est pas sorti. Et si effectivement vos remarques peuvent surprendre et ne pas être totalement comprises, petit à petit, j'apprends à les découvrir et je vois effectivement toute l'analyse qui est derrière et dont on devrait effectivement apprendre à s'inspirer. Votre description de l'Europe telle qu'elle a été créée depuis le début de l'Union européenne est effectivement tentante, réjouissante, enthousiasmante même. Mais l'histoire ne commence pas là, malgré tout. J'ai l'impression qu'on oublie un petit peu ce qu'a été l'Europe et quelles sont les forces sous-jacentes qui continuent à animer l'Europe. Et notamment, je partage tout à fait votre désir, effectivement, d'un ordre écologique mondial dont l'Europe pourrait être la source, mais à condition, dans ce cas-là, qu'elle soit prête à partager tous les fruits de ces développements antérieurs. Et là, ce n'est pas véritablement l'expérience que nous faisons, notamment quand on voit tout, la Méditerranée qui est en train de devenir le tombeau de tous ceux qui essayent de fuir leur pays ou de fuir la faim. Il y a des questions, pas en termes de culpabilité, parce que l'histoire avance comme elle peut, mais il y a, me semble-t-il, on ne peut pas, effectivement, pour reprendre ce que vous avez dit à propos d'imposer des normes sans tenir compte des autres pays. Donc, bref, ce débat mérite d'être poursuivi longuement et profondément. Et je vous invite à tous continuer à réfléchir et à faire part de vos réactions, parce que c'est des questions centrales qui sont en train de se poser actuellement. On est sur un volcan qui menace d'exploser. Donc, à nous de continuer au moins à réfléchir pour rester debout dans ces tourbillons qui nous attendent. Merci.